Ça a commencé comme ça. Un vague souvenir, il y a très longtemps, c'était à Montreuil, salon de livres de jeunesse, une sorte de salle là avec des micros. Tous les ans, on avait des événements comme ça. On était 6 auteurs et la demande qu'on nous fait, c'était: est-ce que vous pouvez trouver en vous le premier souvenir originellement lié à la lecture et l'écriture? Et ce qui est étrange, c'est des 6 qu'on était. Je crois que pour chacun, je vais revenir là-dessus, eh ben oui, ça revenait. Et ça revenait avec précision. Alors ce truc, je me suis souvenu que j'avais une sorte, là, dans le garage, un empilement de vieilles cassettes VHS, de choses qu'on garde, on ne sait pas, enfin en tout cas je les ai jamais jetées, et puis les énigmes de maître François Rabelais. Oh, là, c'est une émission qui était à Montpellier, on s'en fiche. Ce qu'Imaginer s'apprend, je crois que c'est celle-là. Là, c'était François Bon à Bagnolet, Stéphane Gatti, un atelier qu'on avait fait en 1998. La création du monde, ça c'est aussi avec Montreuil. Mac du dimanche, atelier d'écriture, je crois que aucun souvenir de ce qu'était. Et par contre, balade à Badjo, ça, oui, parce que c'était un atelier d'écriture aussi. 94, je dirais, avec une classe de 4e de collège. Et je m'étais dit, tu vois, cette séance-là, je me souvenais qu'il y avait Jean Echnoz, Florence Delay, Michel Chailloux, moi, mais on devait être encore 2 autres que je ne retrouve pas. Ça devait être là, dans ces cassettes. Et j'exhume effectivement celle-ci. Ce qu'Imaginer s'apprend, il y avait encore l'emballage. Mais non, ça c'était 1994, mais c'était une autre exploration, pas celle-ci. La preuve, c'est qu'il n'y a pas Echnoz. Alors c'était un colloque, on avait fait Le Livre et l'Enfant, François Bon, c'est moi qui avais fait l'intro. Michel Chailloux, René Diatkin, psychanalyste, Florence Delay, Jean Canavaggio, c'est un grand traducteur du Quichotte, Roberto Innocenti, illustrateur enfance formidable, Bergogneau, l'imaginaire des savants, Lucien Sèvres, Yves Coppens, Hubert Reeves, qui était venu, Maurice Godelier, formidable aussi, Serge Lebovici, psychanalyste, et puis création littéraire et imaginaire, Valère Novarina, Jacques Roubaud, Édouard Glissant, Pierre Michon. Ah ouais, il y a 2, 4, 6, 7, 9... 11, 12, 14, 15 noms, une femme, Florence Delay. Et c'est 1994, il n'y a même pas 30 ans. On a quand même fait un peu de chemin depuis. Mais comment on osait, dites? Mystère, mais c'est important aussi de repenser à ça. Alors cette cassette, j'ai trouvé une petite officine qui pour 6 € fait des transcriptions numériques. Il faut leur envoyer une clé USB, ça va me coûter un petit peu de sous, mais en tout cas ça va partir demain à la poste, mais j'aurai pas cette séance-là où on était 6 sur le premier souvenir. Et pourquoi, moi, qu'est-ce qui m'était revenu? Il se peut que j'en ai déjà parlé ici dans... c'est quoi? C'est des vidéos, c'est des podcasts, c'est du vidéo podcast, c'est ouvrir et se laisser aller, raconter. Je crois que c'est peut-être ça dont j'ai besoin. Par exemple, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, si tu parles de ça, tu vas aller chercher ce que tu disposes ici de ces livres que tu as lus dans l'enfance. Et il y en a semé un petit peu partout. Ça compte pour moi, ces traces matérielles. Puis je me suis dit, non, partons comme ça. Alors, c'était quoi ce premier souvenir qui m'est revenu de façon très claire? C'était un souvenir d'avant savoir lire et écrire. Est-ce que ça, c'est bizarre? Non, au contraire, je pense que chez pas mal d'auteurs, on les retrouve, ces souvenirs d'avant l'appropriation de l'écriture. Gustave Flaubert, son grand-père, qui lui lisait Don Quichotte et les Mille et une nuits, assis sur ses genoux. Très bizarre. H.P. Lovecraft, là aussi, le grand-père qui lui lisait des histoires. Marcel Proust,
la voix de la mère, la voix de la grand-mère, c'est toujours un petit peu indistinct avec la fiction, mais en tout cas, c'est les lectures à voix haute de George Sand, avant l'apprentissage de l'écriture. Mais moi, c'est dans cette période-là qui est venue. J'étais debout, seul, dans une classe, c'était l'école maternelle. En plus, je m'en souviens très bien parce qu'à Saint-Michel-en-Lerme, en Vendée, l'école avait été rasée pour en construire une nouvelle qui est toujours en service. J'ai été la filmer il n'y a pas si longtemps et ça avait été transféré dans une cour de ferme. Je me souviens aussi comme truc net, dans les fermes on tuait le cochon, forcément. Eh bien, les petits gamins de la maternelle, là, grands par deux, on était autour du cochon qui était en train d'être égorgé par un professionnel, un tueur, avec le grand feu pour rôtir les barbes de soie et le cri du cochon qu'on égorge. Je croyais que je m'en souviens encore. Eh bien, c'était là, cette année-là. Donc, ça doit être, c'est pas la petite section, c'est pas la grande section, c'est la moyenne section, en tout cas, ou la dernière année de maternelle, mais c'est avant le CP. J'étais tout seul et il me fallait réciter une fable. Devant moi, mais inatteignable, en blouse, je pense plutôt rose, ma mère. Mais ma mère, dans son uniforme de maîtresse d'école, c'est la seule année où ma mère a été mon institutrice. Et je devais faire comme les autres. On avait eu cette fable à apprendre. Je devais la réciter. Et puis autour, tout d'un coup, tous les gamins de la classe, devenus farouchement hostiles, comme si c'était une affaire de classe. Chouchou, 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 chouchou. Si je récitais à l'institutrice la fable, ce qui, moi, me terrorisait, parce que réciter sa leçon, d'accord, mais le faire à sa mère, totalement séparé, par une espèce de vide absolu, un vide vertical. Chouchou, chouchou, chouchou. C'était ça pour moi le premier souvenir. Et je me souviens justement que cette année 1994, quand je me suis dit, à Montreuil, c'est ça que tu vas raconter. C'est ça que tu vas t'embarquer à dire. J'avais téléphoné à ma mère. C'était longtemps avant l'Alzheimer, heureusement. Et ma mère, tout de suite, du premier coup, elle s'est mise à me réciter la fable. Comme un idiot, je n'ai pas enregistré. Je n'ai même pas noté le texte. On pourrait se retrouver. Et comme par hasard, la fable, c'était une maman crapaud qui disait à son petit bébé crapaud « Ne sors pas là, c'est pas protégé. Au-dessus, il y a la chouette. » Et le petit crapaud sort et bon. Bah ouais, c'était ça nos fables de l'univers rural. Premier souvenir lié à la lecture et à l'écriture, cette bascule en avant dans un vide et tout autour devenu hostile. Et ce que tu reconnais ou aurais dû reconnaître comme évidemment étant le plus proche, tu en es totalement séparé. Je crois que ça m'a jamais quitté. Alors étrangement, là, en gambergeant depuis ces cassettes, ou plutôt l'absence de cassettes, parce que vraiment j'étais persuadé que c'était là, dans ces espèces de trucs, j'ai pas de magnétoscope depuis bon, peut-être 2 décennies, je sais pas. L'autre souvenir qui me revient de cette période d'avant, le lire-écrire, donc c'est une petite maison dans laquelle on habitait en Vendée. Là aussi, j'étais à la revoir il y a 2 ans, merci Antonin Crène, qui m'avait invité à Luçon. J'avais sonné à la porte, monsieur était venu, retraité de La Rochelle. C'est une maison qui longtemps était restée à l'identique parce qu'elle était utilisée comme cabinet médical. En tout cas, il s'en foutait du jardin, donc le jardin était resté pareil. Je lui ai dit bonjour, j'ai vécu là jusqu'à l'âge de la 6e, en 1964. J'avais 11 ans quand je suis parti. Est-ce que vous m'autorisez à marcher jusqu'au fond du jardin? Évidemment, tu es dans une espèce d'intensité émotionnelle. Tu reconnais les graviers, les petites bordures, le vieux bout de seuil en ciment. Et pourtant, ce brave monsieur, il en avait fait quelque chose. Bon, il y a eu des tonnelles, il y a eu des aménagements, des couples. Enfin bon, c'était... Puis aucune sympathie, ni bon, faites ce que vous voulez, puis fichez-moi le camp vite fait, ça se comprend, c'est tout à fait légitime. Puis bon, c'est ensuite que tu digères. Et moi, dans ce jardin, je revois une canne en bois, une toute petite canne, une baguette de bois avec une petite courbure. Et je me promenais avec cet outil-là, et quand je me promenais avec cet outil-là, j'étais Monsieur Canne. Et ça aussi, mes parents ensuite souvent me l'ont
reconfirmé, c'était des dialogues, c'est-à-dire être gamin. Alors évidemment, tu peux te dire, putain, dis donc, le gamin, aujourd'hui, on te ferait consulter assez vite. Bon, c'était pas trop le cas, puis heureusement. Donc, pour moi, il y avait cette sorte de parler, monologuer, et ça, pour moi, c'était lié au langage. C'est-à-dire, le langage, tu parles pas aux autres, ça. J'ai toujours continué. Pourquoi je me sers là de ces outils-là? Non, c'est prendre le petite baguette à bout recourbé. Et puis c'était Monsieur Kahn et le monologue de Monsieur Kahn. Évidemment, il y avait aussi la myopie. La myopie, on me l'a corrigé après le CP. C'est-à-dire, dans un village, tu reconnais tout. Tu sais que tout est à sa place. Tu n'as aucun problème pour identifier. C'est mental. Donc, comment tu t'apercevrais, avant le lire-écrire, de la myopie d'un enfant? Il y avait aussi un espèce d'arbre, un arbre mort, déplumé là au bout. Mais tu pouvais grimper dessus, on voyait par-dessus les murs, et puis la mer était à 4-5 km, on voyait nettement la ligne, un petit peu en surélévation de la digue. Le village, c'est une ancienne île. Le bas du village, en dessous du niveau de la mer, ça compte ça aussi. Et donc la mer, le lointain, c'était au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as comme représentation du lointain? La télévision, non, c'est venu 62, j'avais 9 ans, donc c'est venu bien après. Le premier souvenir de télévision, ça aussi, Autobiographie des objets, j'en ai parlé, on nous avait amené les gamins de l'école primaire. En 62, c'était quoi? C'était CM1. En rang, 2 par 2, c'est parce que le premier à avoir la télévision dans le village, c'était le percepteur. Une petite rue, il y a toujours la petite rue, j'essaie, il y avait le docteur Ferchaud, il y avait la poste, puis juste à côté, la maison qu'habitait le percepteur. Alors, la télévision, vous amenez des gamins en pleine journée, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la mire. La mire pour régler, orienter les antennes. C'est tout ce qu'il y avait à voir. À parler d'un miracle technologique, en noir et blanc, une mire. Ah ouais, mais tu pouvais regarder, c'était comment l'intérieur de la maison du percepteur. Et ça, tu t'en souviens beaucoup plus que la télévision. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que le lointain pouvait advenir. 63, l'assassinat de John Kennedy, ces images qui tournent en boucle, mais ce qui survient à toi de façon iconique, par image, le fait en étant en mouvement, les magazines, les Paris Match là, qui pouvaient circuler, la première une en couleur de Paris Match, c'est justement l'assassinat de Kennedy, 1963, novembre. Ça veut dire que le monde était en noir et blanc, et tout d'un coup devient en couleur, et puis ensuite, l'intérieur du journal devient en couleur. Et ça encore, c'est encore un petit peu de temps. Et la première image dont je me souviens en couleur de l'intérieur des magazines, c'est les Beatles. Les Beatles parce que un pantalon était mauve. Mais tu t'imagines, là, à Saint-Michel-en-Herbe, avec un pantalon mauve. Donc cette question du lointain, pour moi, la fable, ça c'était le premier souvenir. Les monologues, pourquoi ça me revient? Parce que là, depuis 2 ans, est-ce que je n'écris plus? Je pense que j'écris, mais je pense que j'écris en relançant cette machine à confiance. Et que cette machine à confiance-là, renvoyer le discours au dehors d'un interlocuteur inconnu, parce que tu travailles en quoi? Toi, à l'intérieur de toi, tu es un interlocuteur qui surgit à toi par un dehors intérieur. Ça, pour moi, c'est la littérature. Mais retrouver que finalement, ce dispositif, tu finis par le rejoindre, parce que techniquement, il devient possible, mais précisément, tu retrouves une position d'énonciation qui est celle même qui t'a amené au livre. Alors, le premier souvenir de livre, ça, j'ai jamais pu le retrouver. Je me souviens d'un grand album illustré. Je pense pas chez nous qu'on racontait d'histoires. Il y avait beaucoup de silence, pas beaucoup d'embrassades, de choses comme ça. Simplement, ça n'existait pas trop. C'est pas forcément un critère. Donc, de toute façon, tu t'appropries les choses seul. Et c'est bien comme ça.
Je me souviens de cette espèce d'album où je pouvais rêvasser dedans. Il y avait un petit gamin et puis une sorte d'île entourée d'eau, une sorte de pays de marais. Nous-mêmes, on était entourés d'eau. Et puis les livres, évidemment, les livres. Ensuite, là c'est pareil. Est-ce que tu vas retrouver les premiers souvenirs? Les premiers souvenirs, pour moi, sont associés au mystère d'entrer dans une librairie. Ça rejoint des choses aussi profondes maintenant que globalement j'achète plus mes bouquins d'occasion sur Recycle Livre, des choses difficiles à se procurer sinon, donc j'ai plus trop à faire à part aller à Gibert 2 fois par an, ressortir quand même avec un gros sac, mais j'ai plus ce rapport qui a été le mien pendant des années avec la librairie, et puis réciproquement, c'est lié aussi au fait que, ah bon, tu fais du numérique, ben choisis ton camp, mon gars, toi, démerde-toi, et là où tu es. Mais c'est pas grave, il n'y a aucune... tout va bien de ce côté-là, c'est plus profond, c'est le statut même du livre. Et moi, il y avait 2 librairies, une petite librairie qui était à Luçon, c'est-à-dire le Bled, le chef-lieu de canton, 15 km, et là, une librairie qui existe toujours, une petite librairie un peu généraliste, mais à l'époque, c'était la librairie Metz. Et la librairie Metz, d'ailleurs, la fille de ces gens-là, je l'ai redécouvert, je l'ai rencontrée bien plus tard, près de Nantes, où elle était bibliothécaire. Et là, on venait chercher, une fois par an, les livres de l'école. C'est-à-dire, tu recevais, ça c'était l'été, et ça, moi, je m'en souviens aussi, parce que ma mère, en tant qu'institutrice, maintenant passée à l'école primaire, recevait ce qu'on appelait les spécimens. Et ça, les spécimens, j'en ai toujours ici, c'est-à-dire, il y a gros tampon spécimens, c'est-à-dire des livres hors commerce, parce que tu sais que si tu l'envoies à l'instituteur, à l'institutrice, ils vont être commandés pour le nombre d'enfants de la classe. Et c'était des compilations d'histoires, donc le goût de lire, et ça aussi, ça me fait gamberger aujourd'hui, c'est-à-dire que l'accès aux livres, c'est pas fait par l'avalement dans le roman, qui allait tout bientôt surgir, il s'est fait par des anthologies. C'est-à-dire, tu avais des fragments de ci, des fragments de ça. D'année en année, tu reconnaissais que c'était un fragment de la même œuvre. Et donc, tu pouvais reconstituer à distance l'idée qu'un livre potentiel était là-bas, fait de tous ces fragments, puis que d'autres que tu ne connaîtrais jamais. Il y avait des vieux livres, c'était je me souviens là des tampons, c'était École normale de Luçon. Ma mère était née en 1931, donc École normale, elle y était pendant la guerre, mais il y avait ces livres de prix qui, c'était un Anna Karénine, c'était un Dickens, c'était des gros albums illustrés, et ça, je les ai lus, relus. Par contre, quand on allait chez Metz, là, acheter les livres, t'avais le droit, toi, d'en choisir. Et donc, c'était la première chose, c'était la bibliothèque, ça s'appelait Rouge et Or. Alors il y a eu cette Rouge et Or, ensuite il y a eu Spirale, Bibliothèque de l'Amitié, Bibliothèque Verte, là encore, il y en a quelques-uns que j'ai gardés, mais bon, ça s'est dispersé, c'est récupéré là, dans ce qui pouvait traîner encore dans l'appartement de ma mère après son décès. Les frangins en ont pris aussi, et puis je n'ai pas forcément le goût de ces choses. Alors, il peut m'arriver quand même, oui, de racheter, celui-ci aussi je l'avais sorti, parce que tu reconnais un format, parce que tu reconnais une illustration, de racheter d'occasion. Puis parler, ça vaut rien du tout. Des livres, parce que c'est aussi le cas pour le Grand Monde, qui est livre d'accès là. Évidemment, une autre étape de la littérature, la fin de l'archéologie littéraire, de retrouver là, sur tous les marchés d'occasion, je préfère Internet, c'est très rare que ça se passe là, dans les brocantes, ça a pu être le cas, il y a autrefois, mais de retrouver cette matérialité typographique, illustrative, donc, contextuelle, des livres qui pour toi ont été des étapes dans cette matérialité. Une matérialité, c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense qu'on peut réapprendre l'histoire du livre, réapprendre l'histoire que le livre, c'est pas quelque chose de clos, c'est un contexte, mais c'est aussi un accès. C'est-à-dire qu'on travaille sa propre histoire du livre par l'histoire des accès au livre. Il y avait une autre
librairie, c'était d'Endurant, à Fontenay-le-Comte. Alors Fontenay-le-Comte, c'est le chef-lieu d'arrondissement. Et encore la préfecture, La Roche-sur-Yon, ça a toujours été une ville que j'ai jamais trop aimé. Et d'Endurant, c'était une fois par an quand même. Vous vous rendez compte, c'était à 40 kilomètres. Et d'Endurant, pareil, c'était plus... justement, par exemple, le souvenir d'Endurant, tu percutes, tu dis « Ah oui, le petit Larousse ». Et cette association fait que la matérialité là, du petit Larousse, avec ces espèces de... Au milieu, là, ces pages roses avec des citations en latin, vous parlez de... La langue pouvait être une langue inconnue. La première langue étrangère, c'est pas l'anglais. C'est les citations dans les pages roses du Larousse où tu avais des trucs latins. Et puis ensuite les noms propres et les drapeaux et les illustrations. Et le livre devient une appropriation du monde aussi bien que les romans. Alors dans ce monde où bien sûr pas question de musée, ce serait tellement plus tard. La musique, t'avais la fanfare, Louis Ardouin, quincaillier juste en face. Donc t'avais évidemment ce qui se jouait au 14 juillet, au 11 novembre, et puis à la Sainte-Cécile, le concert de l'harmonie. Mais est-ce que tu avais même à la radio les transistors? Ouais, il y avait le gros Telefunken. Mais est-ce qu'il y avait des disques à la maison? Oui, il y en avait 3. Bon. Mais le rapport à la musique, c'était quoi? C'était la mer, le vent. Et finalement, quand à chaque fois maintenant dans ce besoin régulier de revenir à la mer, c'est banal ça, extrêmement banal, c'est aussi retrouver cette perception auditive qui était la seule dont on pouvait disposer à l'époque. Je vous parle d'un monde où on avait encore les montreurs d'ours qui passaient de village en village. Et puis on enfermait les garçons, on enfermait les enfants, on était 3 garçons. Et puis tu regardais par le petit rideau de la salle à manger, le bonhomme avec son tambour, et puis la grosse bestiole qui se mettait sur les 2 pattes arrière et qui faisait comme ça. Puis ensuite il venait quémander, on envoyait une petite pièce là, comme ça. C'était ça, les souvenirs encore. Alors, qu'est-ce que la littérature, elle émerge là. Alors, il y a d'autres choses qui percutent. Par exemple, le mot Simenon. Simenon, en tant qu'écrivain, quelqu'un qui lit des livres. Ça voulait dire que s'il y a un livre, il y a quelqu'un qui les écrit. La chance que c'est de disposer de ça dès son enfance. Ça, pour moi, c'est des choses-là qui restent. Simenon, pendant toute l'occupation, il habitait près des Nandes, à La Rochelle, il louait souvent une maison à la Faute-sur-Mer, il utilisait une secrétaire, et cette secrétaire, c'était une amie de ma grand-mère, et lui-même, quand il faisait le plein, c'était rationner l'essence, c'était venir là, au garage de mes grands-parents, avec encore une pompe à bras que j'ai connue, et puis, donc, il y avait ce lien, plus ou moins direct, à Simenon, non, à l'idée que les livres, fallait quelqu'un pour les écrire. Alors c'est ça que j'ai jamais pu démêler. Est-ce que la myopie a engendré la lecture ou la lecture aurait pu se déployer indépendamment de cette espèce d'isolement et que le monde, puisque le monde autour, il s'arrête là, la digue et puis la mer au-delà, par quoi tu le remplaces? Tu le remplaces par les livres. Est-ce que ça peut encore exister aujourd'hui? Je ne sais pas. Est-ce que justement, si ce remplacement du monde par le livre, on n'en a plus besoin, le statut du livre, le statut d'écrire, peut être le même? Évidemment, je n'ai pas de réponse. Mais est-ce qu'on ferait toute cette dinguerie là de boulot ensemble en permanence sur le web, plutôt que là, les salons littéraires et puis vos vieilles conneries? Si justement on n'était pas là dans un désespoir, une angoisse, il n'y a pas forcément besoin. C'est se dire plutôt, ce mystère et cette beauté, comment on le porte là encore aujourd'hui? Et là pour moi, oui, c'est venu de cette continuité des livres, des choses aussi qui restent. Par exemple, j'étais l'aîné, donc il y avait ces vieux livres, les livres des prix, il y avait aussi la bibliothèque du grand-père maternel, je vais en parler aussi, mais j'avais le droit d'acquérir des livres. Mes frères
lisait les livres que moi j'avais déjà lus. Est-ce que c'est la même chose? Donc c'est aussi des prolongements, il y a un peu de culpabilité, je sais pas, mais ça fait partie de la question. Donc dans ces bibliothèques-là, dans ces rouges et or et ces livres, il y en a un, alors celui-ci, non seulement j'ai pu le retrouver, mais il a plus de couverture, il est tout flingué, mais c'est celui que moi j'utilisais. Mais je l'ai trouvé aussi d'occasion. Alors, vous voyez, RBAI, alors je ne l'ai pas ouvert, je l'ai laissé sous cellophane, mais ça veut dire que c'est un livre qui a été en bibliothèque, et puis les bibliothèques font des désherbages. C'est pour ça que je vous dis que je pratique plus les ventes à distance d'occasion que... Un truc, ça s'appelle François Crabet, c'est un gars qui s'appelle... Non, Préface Pierre Monanto, c'était celui que la région avait envoyé à l'Académie française ou au Sénat, je ne sais plus, mais enfin tout ça. Les bonnes lectures, et quelqu'un qui s'appelait Gervais Bailly. C'est l'histoire d'un petit crabe, là, mais dans la baie de l'Aiguillon. Un petit crabe, il part à l'aventure, là, dans les bleds autour. Ben justement, alors évidemment, c'est cruel, c'est tragique. Et nous, on savait bien ce que c'était, la vie de ces pauvres crabes là, qu'on retrouvait après le marché, qui s'étaient carapatés, puis qui crevaient là dans le caniveau. Mais tout d'un coup, un livre faisait exister dans son histoire le lieu qui était le mien. C'est-à-dire que là où je vivais, et si je lisais des livres, c'était pour me représenter ce qui était loin, inatteignable par l'espace des sens. Tout d'un coup, par ce livre, devenait le théâtre d'une histoire dans un livre. Et là, pour moi, je pense que ce trouble qui s'est installé là était définitif. Alors, je suis content de l'avoir racheté. Et ça aussi, c'est une autre question sur les livres. Des fois, pas besoin de le relire. C'est juste que l'existence même du livre en tant que dépôt de mémoire vous emmène aussi loin que la lecture. Notre bibliothèque est faite aussi de livres qu'on ne relira pas, qu'on n'a pas lus. Et ça, ce mouvement, je pense qu'il a pris son amble, son épaisseur, quand le glissement s'est fait. La bibliothèque de l'amitié, c'était important aussi, parce que c'était toujours des livres d'aventure. Et en particulier un qui se passait à Saint-Nazaire, c'est des gamins en vacances, qui se bricolaient plus ou moins des scaphandres parce que le chantier du France, ce grand paquebot, alors aujourd'hui les paquebots, Saint-Nazaire, ces usines de pollution, ce marché de la croisière infâme, qu'une ville puisse dépendre de ces espèces de machines de mort. Alors, évidemment, aujourd'hui, quel paradoxe! Parce qu'en 1963, oui, tu pouvais probablement traverser l'Atlantique, il y avait déjà les caravelles, mais les lignes de paquebot étaient encore le moyen le plus fréquenté de faire en 5 ou 8 jours. Ça allait très vite. La traversée, Le Havre, Douvres, New York. Et aller voir en famille, avec les grands-parents et les parents, jusqu'à Saint-Nazaire, il y avait 90 km suivant la côte. Le chantier du France, ce paquebot-là qui émergeait des champs avec ses cheminées noires et rouges. J'ai encore les photos là, de ça. Mais tout d'un coup, dans le livre, ces gamins, nous, on était là, on le regardait de loin. Et ils décidaient d'aller explorer le chantier, de l'explorer de nuit, avec en fabriquant des lampes torches, des machins, tout ça. Ça, je me souviens de ce livre-là aussi pour cette interrelation. Et puis ensuite, Jules Verne. Alors, avec Jules Verne, qu'est-ce qu'il a introduit, Jules Verne? Là, je les ai encore, tous ces poches hachettes, là, qui sont tous déformés, mais il y avait une qualité, là, de plus, c'est la première émergence du livre de poche, ça aussi, pour une histoire à moi, c'est forcé de se rendre compte après, en quoi l'histoire du livre, c'est une histoire des techniques du livre. Le livre en tant qu'écosystème, l'accès, ton histoire personnelle, ton histoire corporelle, là où tu lis, l'histoire globale aussi des images, de l'information, de comment une société transporte le savoir de ce qui est au-delà. Et puis pour Jules Verne, l'idée que, est-ce que l'œuvre est infinie? Non, l'œuvre de Jules Verne est dénombrable, comme celle de Balzac. Mais tu lis La Jean de Gadar, et bien tu auras la superbe Orénoque.
Tu lis le château des Carpates. Ah oui, mais si tu es arrivé au château des Carpates, et peut-être ce livre le plus angoissant, c'est que tu as lu les 500 millions de la Bégomme. Et puis, il y a 2 ans de vacances, et puis les enfants du capitaine Grant, et puis ensuite, il y a l'île mystérieuse. Et ces espèces d'emboîtements qu'on peut glisser de livre en livre en rejoignant un univers qui rejoue ces mêmes éléments. Et ça, la dette à Jules Verne, elle est définitive. Le Grand Maune, comment il m'est tombé dans les mains. Est-ce que je revois le collège ? Je sais qu'en 5e, on faisait des exposés. Je me vois faire, et ça aussi pour moi c'est important, ça, ce souvenir. C'est pas le souvenir de lecture, ça devient un souvenir. Ça devient un souvenir lecture-écriture, simplement parce que dans la classe, avec Mimi Thibaudot, le fils du charcutier, qui avait un magnétophone et puis des disques psychédéliques, on racontait l'histoire. H.G. Wells, La guerre des mondes. Et tu racontes la guerre des mondes. Évidemment, tu ne veux pas en lire des passages, tu lis des extraits, et tu racontes. Et Mimi Thibaudot, il passe ses disques. Et tu as la classe de 5e autour qui n'ont jamais lu H.G. Wells. Alors que toi, ça fait un moment que H.G. Wells, il te hante, tu es dedans. Tu as lu les autres, tu as lu L'homme invisible. Et tout d'un coup, tu es devenu émetteur de quoi ? Est-ce que tu as reçu du livre, est-ce que tu renvoies du livre ? Non. Ce travail que le langage ouvre en toi et qui s'appelle un imaginaire, et tu le recrées en tant qu'imaginaire, avec Mimi Thibaudot et ses musiques. Eh bien, pour moi, les 2 exposés, c'est dans la classe de 5e, en 1965, l'âge des Rolling Stones, les premiers 45 tours, ça non, j'en avais pas moi, il faudrait attendre encore 2 ans, 1967. Mais ça y était. Puis c'était aussi l'âge des transistors. C'est-à-dire tu accapares l'écoute, ce qui vient de loin, elle devient individuelle, elle peut devenir nocturne et clandestine. C'est-à-dire tout cet ébranlement sous-jacent au livre aujourd'hui, par la médiation numérique, on peut en faire, là encore, une archéologie. L'autre exposé, c'était le Grand Maune. Parce que le Grand Maune, je pense qu'à cette époque-là, je l'avais déjà lu, relu au moins 3 fois. Donc pour moi, le Grand Maune, c'est forcément la découverte du CM2. Et c'est forcément découvrir... Est-ce que c'était le même pays ? Nous, non. Nous, c'était la flotte, les marais, la mer. Le Grand Maune, c'est les forêts, les petits recoins, les trucs perdus. N'empêche que le village, les caillassages, les forains, tout ça, tu reconnaissais. Tu reconnaissais les maisons. La maison du forgeron, le forgeron Jubien. À ce moment-là... On ferrait les chevaux, il y en avait encore partout, des chevaux. Je suis de ce monde-là, ce monde qui semble maintenant si loin. Il s'appelait Jubien, le maréchal ferrant du village. Donc le Grand Maune, tu le reconnaissais, et en même temps, ça rajoutait autre chose. Comment tu peux te perdre dans un pays, a priori, où tout est à sa place, et où tu connais tout par cœur. C'est ça le Grand Maune. Je vais finir sur cette armoire, là aussi, donc, qui est la fin de mon livre Autobiographie des objets, mais bon, c'est un séquençage, donc ouais, ça fait 10 ans ce bouquin, c'était le moment justement où reconnaître en soi ce qu'il n'est pas possible d'apprivoiser, c'est-à-dire l'Alzheimer de sa mère, et capter à mesure que s'effrite. Et c'était cette armoire qui est dans la petite maison du Marais Poitevin, à Danvix, qu'occupaient mes grands-parents maternels. C'était 2 portes vitrées, la clé qui était toujours dessus, mais elle n'était jamais fermée. Et puis là, des étages de livres. Est-ce que j'aurais pu accéder à moi-même sans ça ? Je la connais encore par cœur. Il se trouve que l'armoire existe toujours dans un fond de grenier, mais sert de débarras, de rangement. Mais je vais toujours la tripoter quand même. Ce qu'il y avait dedans, par exemple, il y avait la grande possession, c'était un Balzac. J'ai jamais su d'où ce Balzac en 16 volumes ou 18 volumes, comment il était parvenu aux mains de mon grand-père. Ce que je me souviens, par contre, c'est que l'année de la fin de la première ou la fin de la seconde, je ne sais plus, c'est un doute, je mettrais presque plutôt la fin de la seconde, avec cette histoire totalement anecdotique. Partir en vacances avec mes parents, puis l'ado est pas content, les copains, eux, ils vont travailler à la coopérative agricole pour se payer des kayaks. Ah ouais, mais donc, ok, je pars en vacances, mais je foutrais pas le nez dehors. Je l'ai fait.
Et j'avais pris une espèce de gros carton, là, parce qu'on avait des bidons d'huile à l'époque dans les petits garages à volonté. Et mon grand-père m'avait prêté les 16 tomes du Balzac. Et là, tout d'un coup, tu rentres dans un Balzac et tu passes d'une histoire à une autre, en désordre. Et évidemment, tout d'un coup, la réalité de l'œuvre remplace la réalité qui t'entoure. Donc pour moi, Balzac a été là un grand saut. Est-ce que c'est un saut unique ? Non, par exemple, il y avait aussi les prix, en fin d'année scolaire. C'est le prof de français qui choisissait les bouquins. Lui aussi, il devait aller à Poitiers, à la librairie, pour les choisir, les commander, etc. Quatrième, tout d'un coup, le rouge et le noir. Et puis l'année d'après, mais ça c'est moi qui ai voulu. Ah ouais, après le rouge et le noir, il y a la Chartreuse de Parme, je le veux. Et je crois que chaque année, pendant des années, j'ai relu le rouge et le noir. Je continue, peut-être une fois tous les 4-5 ans. Tu te remets dans Stendhal et tu repars dans Stendhal. Et ça, tout d'un coup, c'est l'intervention de ce prof de français latin qui s'appelait Bobineau. Et quelques autres livres. Par contre, en mai 68, ben, tout d'un coup, les prix scolaires, il y avait un petit panneau là, sur la porte du surveillant général, monsieur Huart, U-H-A-R-T, disant que ceux qui voulaient retirer leur prix scolaire devaient venir eux-mêmes frapper à la porte. Oh la honte! Et j'ai jamais su ce que Bobineau m'avait choisi là, dans cette fin de seconde. Mais je me souviens très bien, alors, ce serait fin de troisième, Huis clos de Sartre. Tiens, voilà, le livre qui t'arrive comme ça, et ça, j'aurais jamais eu ça à la maison. Ou les Boris Vian, mais ça plus ça, c'était ce chemin déjà amorcé. Des livres auxquels tu as accès, bon, c'est plus obscur. Alors cette armoire du grand-père, évidemment le Balzac, mais ça faisait déjà au moins 5 ans que je la pratiquais. C'est-à-dire le premier livre sur lequel je suis tombé dans la bibliothèque du grand-père. Évidemment, Edgar Poe. Scarabée d'or. Et à ce moment-là, Edgar Poe, c'est la foudre. Bizarrement, j'ai jamais eu de poésie. J'ai jamais lu Baudelaire avant, la terminale et après. La terminale, je m'en souviens parce que c'était toujours dans cette même maison, mais j'étais revenu réviser mon bac. Puis au lieu de réviser le bac, j'ai eu mention passable, je bouquinais, j'étais dans la chambre de la plus jeune de mes tantes, et elle, il y avait ses bouquins d'étudiante. Il y avait là des Bertolt Brecht, et puis surtout les surréalistes, manifeste du surréalisme. Puis quelques livres comme ça de poésie. Et tout d'un coup, là, mais vous voyez, ça c'est la terminale, et ça en branche autre chose. Après, moi, il y avait une grande coupure entre la terminale et puis disons les 25-26 ans où tu sais que là, tu dois t'y mettre et t'accrocher. C'est une autre histoire. Edgar Poe, Balzac, Perrochon. Perrochon, oui, ce type autodidacte, instituteur, qui vivait près de Niort, c'est l'histoire de mon grand-père. L'arrivée de l'eau courante. La première apparition, ou la première apparition des avions à hélice. C'est ça, Perrochon. C'est-à-dire sa dette à lui-même. Oh oui, il avait eu le Goncourt et tout ça après. Mais le Goncourt, un instituteur autodidacte, vivant là, dans le coin près de Niort, je pense que je comprenais là. C'est ce que mon grand-père, il tenait. Il y avait un Rabelais. Ça, j'ai toujours lu Rabelais, pourquoi ? C'était un Rabelais en 2 volumes, Larousse, c'est Rabelais trafiqué avec des chapitres en moins, des inversions, enfin des simplifications, mais que lui avait offert un ami, là, il n'était pas dans les tranchées, il était « Ah, t'es instituteur, t'as des lunettes. Non, toi, tu vas être, c'est ça qui te doit la vie, peut-être. Tu vas être le factotum, le facteur, c'est-à-dire le vague-mestre, comme on disait. T'as un âne, t'es vendéen, tu sais t'occuper d'un âne. T'as des lunettes, c'est que tu sais lire et écrire. C'était pas fréquent dans toute cette génération qu'on envoyait au massacre. Donc, toi, tu vas porter le courrier, là, dans les tranchées, un par un. Et là, un ami que s'était fait mon grand-père. Ah, t'es près de Fontenay-le-Comte. Tiens, il lui avait donné ce Rabelais, Larousse. Et quand j'ai lu Rabelais, pour moi, c'était courant. C'était la langue, les syntaxes, telles qu'on les entendait, évidemment, à l'époque, partout, là, dans la Cambrousse.
Je me souviens aussi d'un petit Verlaine. Alors c'était un tout petit opuscule avec une couverture un peu toilée, très douce, et puis un papier Bible. Et c'était une anthologie de poèmes de Verlaine. Et à l'intérieur, il y avait les Saturnales, tous ces poèmes érotiques, parlaient d'un érotisme. Mais en tout cas, il y avait cette transgression de l'interdit. Et je l'ai toujours, ce truc de Verlaine, ici. Pourquoi ? Parce que cet interdit-là de Verlaine fait que j'avais pris le livre, mais comment tu pouvais le remettre à sa place sans que ce soit remarqué ? Là encore, quelle culpabilité. Ce rapport au livre comme interdit, comme transgression, mais la transgression tu l'accomplis, tu en es chargé, tu l'as avec toi, le livre, et maintenant, tu fais quoi ? Variation sur archéologie de la lecture. Il en découle une vie. Il en découle une vie.